إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله on va donc continuer cette lecture de cette thèse du docteur Doudou Mané Diouf sur Mame Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu anhu. Et là on est sur la question de la da'wa et notamment sur le fait que Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu est l'un des plus grands acteurs de la da'wa Mourid. Il est celui qui, on l'a déjà présenté, par le biais de ce qu'il a appelé la colonisation agricole, hein. Donc ce qu'on appelle la colonisation agricole, c'est-à-dire que il y a ce modèle qui consiste à implanter une dara, donc une école coranique, si vous voulez, un espace religieux, et autour de cet espace religieux, un village va se bâtir, et il y a une multiplication comme ça des villages. Ce modèle, en fait, fait école chez les Mourides. Maintenant, on va parler du cas de l'expansion en zone urbaine. En effet, suite à la dissémination des premiers grands cheikhs Mourides pour l'expansion de la confrérie, Cheikh Ibrahim Fall inaugure l'implantation du mouridisme dans les centres urbains. Et donc, premièrement, Saint-Louis. Alors Saint-Louis, c'est important de noter que Saint-Louis, en Wolof, s'appelle Ndar, et qu'on demande aux chouyours d'expliquer Ndar, c'est par rapport à quoi? C'est Ndar ou l'islam. Et selon l'un des avis qui est rapporté au sujet des comment il s'appelle, des Mourabbitoun, donc ce mouvement religieux qui va établir un empire avec une dynastie connue, qui va ensuite être remplacée par les Al-Muhawwidin. Les Al-Murabbitoun, selon ce qui est rapporté, entre autres, hein, il y a divergence, ça serait que le ribat, donc ce espèce de monastère, comme ils disent les historiens français, c'est pas exactement ça un ribat, c'est plutôt un poste frontière. Et ce poste frontière s'y trouvent des gens qui sont engagés spirituellement. Parce que le fait de maintenir le ribat, ça demande un engagement spirituel fort. Et dans le cas en fait du ribat des Mourabbitin, effectivement c'est pas à négliger, c'est quand même important de le souligner, c'est qu'il y avait à la fois une éducation spirituelle et une éducation militaire.
Donc le socle en fait du groupe des Morabbitoun se constitue principalement des Sahanja, des Mtouna plus précisément. Mais il y a un apport conséquent quand même de peuples, d'autres peuples de la région, parce qu'en fait c'est des gens de la région à l'origine. Hein. Il y a une discussion avec certains frères marocains sur leur origine, mais ce qui est rapporté notamment dans les différentes traditions, c'est que ils seraient de la région. Ils auraient une relation historique avec les différents peuples, notamment les Soninké, les Wolofs et les Peuls. Et donc, ces trois peuples-là, il y aurait un nombre non négligeable de combattants, on parle de 4000 combattants, qui auraient intégré les Mourabbitin. Qui auraient intégré les Mourabbitoun. Et la ville de Saint-Louis, selon l'une des versions, la ville de Saint-Louis actuelle, justement, serait, qui est à l'embouchure du fleuve Sénégal, serait l'un des lieux de ribat. Il y aurait une petite île, une petite presqu'île, le ribat aurait été là. Dans une autre version, ça serait dans un lieu en Mauritanie, dont le nom me sort de la tête. À chaque fois, j'arrive pas à le retenir. Sharif Arafat s'installe à Saint-Louis en 1888, bien avant l'arrivée d'Ahmadou Bamba dans cette ville et son exil au Gabon en 1895. Il y a un problème dans la formulation ici. Ah oui, ça va arriver. Donc il s'installe en 88 et 7 ans plus tard, le Shir connaît ses épreuves. Comme l'indique Cruz O'Brien qui dit en substance que qu'il y avait un groupe qui se trouvait en fait à Saint-Louis autour des années 90. Ainsi, Cheikh Ibra est historiquement le premier mouride à propager le mouridisme dans les villes sénégalaises en général et à Saint-Louis en particulier, car les autres chers mourides s'installaient en zone rurale. Et selon le témoignage de Serine Ibrahim Acham, ex-Bokenek, alors c'est quoi un Bokenek? C'est intéressant, c'est qu'un Bokenek, c'est un chef de protocole. C'est comme un secrétaire proche. C'est lui qui se charge des affaires les plus, notamment quand on a besoin de prendre audience auprès d'un cheikh, c'est lui qui s'occupe, un chambellan, quoi. C'est lui qui s'occupe qui rentre pas, etc. Donc, Serine Ibrahim Acham, ex-Bokenek et compagnon de Cheikh Ibra, ce dernier fonde d'abord le village de Tassinière, à quelques encablures de Saint-Louis, où il s'adonne à l'horticulture dont il vendait la production à Saint-Louis. Par la suite, il s'installe dans la commune de Saint-Louis, au quartier populaire de Dangou, puis dans la banlieue de Gendar. Donc le nom Ndar, qui est le nom originel de Saint-Louis, hein, selon ce qui est rapporté notamment Serine Fallou, qui dit que le nom originel de Saint-Louis c'est Ndar. Dans ces quartiers pauvres de Saint-Louis, Cheikh Ibra se fond dans la population, procède à son prosélytisme pacifique en accueillant des adhérents au mouridisme qu'il organise en une communauté solidaire et les initie aux petits métiers pour améliorer leurs conditions de vie. Cette forme de prosélytisme, originale et efficace, adoptée par Cheikh Ibra à Saint-Louis et aussi confirmée par Serim Mbaké et Cruz O'Brien, les deux indiquent qu'il a eu beaucoup de talibés parmi les populations pauvres, donc notamment par les gens qui vont porter les porte-bagages, les gens qui s'occupaient de l'eau, qui vendaient de l'eau, les maîtres artisans, etc. Donc il a organisé en fait ces gens qui le suivaient en une dara urbaine. Donc c'est la première dara urbaine. Donc voilà. Le choix de cette ville par Cheikh Ibra pour sa propagande urbaine n'est pas fortuite comme l'indique notre source. En l'occurrence ici, c'est l'Insamb.
car Saint-Louis était la grande capitale de la colonie du Sénégal dont le rayonnement dépassait les frontières du pays. Il faut le retenir, c'est que Dakar est aujourd'hui la capitale du Sénégal, mais du temps de la colonisation, c'était Saint-Louis dans un premier temps. Je crois qu'à un moment donné, ça va à Dakar. J'ai plus ça, c'est pas frais dans ma tête, mais c'est Saint-Louis en fait la capitale à l'origine. D'ailleurs, c'est une ville qu'on l'avait dit qui est très coloniale. Saint-Louis était à l'époque un centre de convergence sociopolitique et culturelle incontournable et était le théâtre du choc des cultures occidentales et sénégambiennes et entre l'Église et l'islam. Rappelez-vous ce qu'on disait justement dans le premier chapitre sur les enjeux socio-culturels au temps de Mame Cheikh Bara. Il faut bien comprendre que le lieu même de cette bagarre, de cet conflit, de cette opposition, se situe à Saint-Louis. Petite information non négligeable, le fameux Tchéboudienne né à Saint-Louis. Le Tchéboudienne, en fait, est un plat qui est issu de la colonisation, entre autres. Parce qu'il a ce métissage, justement, qui un petit peu caractérise l'époque, on va dire. C'est cette ville stratégique que Cheikh Ahmadou Bamba a choisi pour exposer le produit fini le plus abouti de son école réformiste que représente Cheikh Ibrahima Fall. Parlons maintenant de Thiès. Après Saint-Louis, Cheikh Ibra s'est installé dans la ville de Thiès. Pareil, c'est une ville qui a une dimension quand même assez coloniale quand vous la visitez. Donc il s'installe là-bas en 1892 où il fonde d'abord, vers 1930, les quartiers de Medina Fall, Kër Cheikh et enfin Kawsara, Aïnou et Daroubeir. Le quartier Medina Fall est un titre foncier acquis par Cheikh Ibra Fall qu'il a loti pour l'offrir gracieusement à des mourides venant du Baol. Cette information est confirmée par Pélissier. Dans certains centres urbains, les quartiers purement mourides avaient même été créés de toutes pièces et systématiquement peuplés par des fidèles des marabouts de Touba. C'est le cas par exemple à Thiès, où le marabout Cheikh Ibra Fall fondait vers 1930 un quartier mouride et pratiquait une politique de lotissement installant par milliers une communauté disciplinée et fervente des fidèles arrivants du Baol. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... j'espère un jour, Inch'Allah Ta'ala, permettre à des gens de témoigner qui ont pu connaître cette époque-là. Ça, il faut le faire assez vite parce qu'il y en a plusieurs qui ne risquent plus d'être là à un moment donné. Il faut savoir que là, on est à la période de la colonisation, mais de la colonisation jusqu'à facilement dans les années, on va dire, peut-être 70-80, les mourides étaient vraiment mis à l'écart. Il y avait une forme de discrimination vraiment très marquée. Et il y avait ce côté campagnard qui leur était collé. Même s'ils ils étaient déjà en ville depuis un moment. Mais ce que je veux souligner, c'est que la force des mourides a toujours été dans le fait d'être cimenté autour d'une autorité centrale et de toujours être dans ce travail de rester quand même dans un cercle qui reste mouride, donc des quartiers mourides, etc. Comme on le voit ici. Moi, la réflexion qu'on peut se faire, c'est que si aujourd'hui il y a cette discussion entre beaucoup d'intellectuels mourides et notamment parmi nos ulémas arabisants, donc classiques, d'une formation classique, la problématique de comment faire da'wa de la mouridia et en sortir de ce carcan wolof, parce que si vous voulez,
Maintenant, la wolofité de la Mouridia est vue comme un carcan qui empêche la da'wa à plusieurs égards. Personnellement, j'aurais une position plus nuancée, dans le sens où la mouridité devrait être les racines qui permettent cette da'wa. C'est-à-dire qu'en connaissant l'histoire des Wolofs, et de la culture Wolof et de comment elle s'est islamisée par le biais de la Mouridia et comment la Mouridia a insufflé des valeurs positives à cette culture, on pourrait justement être capable de parler à l'universel. Comme ça s'est fait lorsque le Coran a été révélé aux Arabes et que malgré que ça soit arabe, ça interpelle en fait l'universel. Et le contexte de développement de la Mouridia a pu créer ce phénomène de se centrer ou d'être un petit peu enfermé dans cette wolofité, comme on peut le voir ici. En 1911, un rapport politique de l'administration coloniale signalait que la secte des Mourides, dont Cheikh Ahmadou Bamba est le chef, a connu de nombreux adeptes dans le cercle de Thiès. Ses partisans sont placés sous l'autorité de Cheikh Ibn Rafal qui réside à Thiès. Donc il a vraiment joué un rôle important en matière de représentant du Cheikh, radiyallahu anhu. La présence de Cheikh Ibn Rafal est aussi signalée par Paul Marty qui affirme que ce cheikh est le principal lieutenant du Sérine, en parlant de Cheikh Ahmadou Bamba, à Thiès. Il est depuis 6 ans à Thiès, attiré, dit-il, par la valeur agricole des terrains. Kër Ibn Rafal, donc le quartier fondé par Cheikh Ibra, sise à 1 kilomètre environ de Thiès, dans la bifurcation des 2 voies ferrées Dakar, Saint-Louis, Thiès, Caille. Donc Caille qui est au Mali aujourd'hui. Et le seul centre mouride qui mérite d'être mentionné. Alors, faut voir que la vision de Paul Marty est très... Paul Marty était quelqu'un de très profondément raciste, et colonialiste. Mais ici, pourquoi est-ce qu'il dit c'est le seul qui mérite d'être mentionné? C'est dans la mesure où l'emplacement, en fait, il y a un vrai impact. Parce que comme vous voyez l'emplacement, il se situe en fait à une bifurcation de 2 voies ferrées. Donc il y a une question d'influence. Tant qu'ils sont dans un petit village comme ça au Baoul ou au Kadior, leur influence elle est réduite en fait à leur région. Alors le problème c'est qu'avec Cheikh Ibra qui est au devant justement de cette da'wa, en terrain, en territoire parce que Thiès c'était une ville qui était sous l'occupation coloniale. Là où le Baoul et le Kadior, il y a cet éloignement qui fait que bon, si ils veulent se déplacer là-bas, ils sont obligés de prendre toute une équipe et que c'est toute une problématique, c'est toute une logistique. Là, Thiès c'est très différent en fait. Et effectivement, avec Djourbel aussi, il y aura le même phénomène qui va se présenter à un moment donné. C'est que le fait de rentrer, de pénétrer comme ça dans les terres, mais le problème c'est pas seulement pénétrer dans les terres, c'est que si tu es dans une ville et que tu tiens une ville, il y a la question du rayonnement en fait de la colonisation. Le même auteur précise la résidence de Thiès présente un grand intérêt dans la question du mouridisme d'Ahmadou Bamba, moins à cause du nombre d'affiliés que par la présence du Cheikh Ibra. Et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que nous ce qui nous intéresse ici c'est le fait que l'un des plus grands disciples de Cheikh Ahmadou Bamba soit là, c'est la chose la plus fondamentale, la plus importante. C'est-à-dire que ce lieu, ça devient un lieu stratégique par définition. C'est l'un des plus importants. Il peut y avoir 10 talibés, c'est pas le plus important en fait. Le plus important, c'est que l'un des plus grands mashikh de la Mouridia soit présent. Enfin, Kouzobrien, en analysant l'expansion du mouridisme dans le centre urbain, affirme que le premier, donc la première vraiment immigration importante qu'il y a eu à Thiès, c'est celle de Cheikh Ibra,
qui a amené ces talibés à fonder en fait dans la banlieue donc de Thiès, donc Kausara. La ville de Thiès servira par la suite à Cheikh Ibn Rafal de point d'amorce pour ses activités économiques sur lesquelles nous reviendrons. Dans les centres urbains, il a développé une stratégie appropriée pour l'implantation du mouridisme et son expansion au milieu urbain. Cette stratégie consiste d'abord à ne pas intégrer directement la ville, mais à créer des quartiers distincts dont il déborde peu à peu, pour s'éparpiller et s'implanter à l'intérieur de la ville. En gros, un effet de contagion. On fait des quartiers qui sont en périphérie pour au final se rapprocher à l'intérieur. Quand la population mouride atteint un effectif assez important dans ce village d'accueil, Cheikh Ibra installe son quartier général dans la ville pour continuer en profondeur sa propagande. Cette dernière s'accompagne par la mise en évidence des valeurs culturelles mourides, notamment le travail, la discipline, la solidarité, l'entraide par la création de maisons d'accueil urbaines. En gros, c'est des zaouïas, des formes de dara urbaines en fait. Où les mourides ont recréé partout sous une forme peu différente le cadre des dara. C'est-à-dire que ce que nous maintenant on connaît, que font les mourides, quand les mourides s'installent dans une zone, la première problématique qui se pose, c'est premièrement s'organiser. Premier modèle d'organisation, ce qu'on appelle daïra. Les daïras, ce sont en fait l'équivalent ici d'association. Donc une association. L'association prend un titre et cette association va œuvrer dans tel ou tel domaine. Alors, hors du Sénégal, en règle générale, les différentes associations, plus ou moins tous le même modèle, se rassembler entre nous, se recentrer sur l'enseignement, la question de la formation des enfants, l'enseignement des enfants. Ça, c'est quand les gens sont déjà installés. Mais dans un premier temps, c'est le soutien des uns aux autres, comment permettre aux uns et aux autres de s'en sortir. Il y a vraiment le point de départ de beaucoup de daïra, de beaucoup d'associations, c'est l'entraide, le fait de ne pas s'éloigner, de ne pas perdre sa culture, d'être vraiment ancré dans la Mouridia, et un repère. C'est-à-dire que c'est lié, évidemment, mais c'est quand vous êtes à l'étranger, c'est compliqué. Ou même pas forcément. Là, on parle à l'étranger, mais même quand vous faites une immigration, vous quittez en fait votre village de la campagne pour venir en ville, c'est pareil, ça peut être stressant, etc. Vous avez besoin des fois de vous ressourcer. La daïra, c'est le premier élément. Deuxième élément qu'ils vont faire, la daïra doit se concrétiser par un espace physique. Et c'est là que ça devient une dara. Et la dara, comme on l'a décrit au préalable, donc enseignement religieux, espace agricole, donc travail du corps et de l'esprit, les dara qui vont être en zone urbaine vont peu ou prou ressembler à celles qui sont en campagne, à partir du moment où c'est-à-dire que il n'y aura plus évidemment l'agriculture, mais les dara vont tenter d'avoir une autonomie sur le plan économique, notamment par l'apport des différents personnes des daïra qui vont ne serait-ce que payer un loyer ou acheter le lieu. Et en centre urbain, d'une manière générale, et à l'étranger, les daras sont un élément qui permet de cimenter justement ou d'établir la présence des mourides de manière pérenne. Ces maisons d'accueil urbains, édifiées par Cheikh Ibn Rafal, ont par la suite servi de modèle à ce que les mourides appellent aujourd'hui Kër Serigne Touba, la demeure de Serigne Touba, qui sont des centres d'accueil qui assurent les mêmes fonctions sociales et culturelles et qu'on retrouve dans les villes sénégalaises et à l'étranger au niveau des communautés mourides émigrées. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que j'ai expliqué là, il a mieux résumé. Ces maisons d'accueil ou Kër Serigne Touba, permettent aux mourides urbains et expatriés de rester en contact avec leur culture, de la valoriser et de mettre en pratique la solidarité communautaire, gage de leur dynamisme économique et de leur capacité d'adaptation à des milieux différents, parfois hostiles. La question de s'adapter en milieu hostile, c'est la base même de ce principe de l'amour. Le tajdid de la mouridia est lié au fait d'évoluer dans un milieu qui est profondément hostile.
L'analyse des différentes activités entreprises par Cheikh Ibra pour répandre le mouridisme aussi bien dans son milieu originel, les zones rurales, que dans les centres urbains, fait ressortir l'étonnante mobilité du personnage, sa remarquable aptitude à la conquête de l'espace, sa rapide et réaliste capacité d'adaptation et de nouvelles situations dans un Sénégal en pleine mutation. Dakar. Donc, troisième lieu d'implantation. Les archives coloniales, de même l'auteur Paul Marty, signale la présence de Cheikh Ibra qui vient à Dakar et possède plusieurs carrés et constructions diverses, tant à Dakar qu'à Saint-Louis. De même, les archives nous informent que Monsieur Ibra Fall, appelé, alors ici il appelle CJ Ibra Fall, marabout demeurant à Dakar, il possédait un immeuble dans le quartier Plateau de Dakar. Enfin, Marty indique, dans le cadre de son étude sur la présence des mourides dans les grandes villes sénégalaises qu'à Dakar, les mourides qui exercent les métiers de portefaix sur les quais, donc qui portent les effets, surtout des fabricants, donc les artisans, et vendeurs de paillasses à l'usage des indigènes, à Dakar, ils sont en outre vendeurs d'eau dans les villes noires, ce qu'on a déjà expliqué, O'Brien l'avait déjà dit. De vendre de l'eau dans la ville noire. Ils sont en général sous l'autorité spirituelle de Cheikh Ibra. À noter, information non négligeable, c'est que le palais présidentiel du Sénégal actuel, alors je crois que c'est le terrain qui appartenait à Cheikh Ibra Fall. C'est le terrain, pas le bâtiment qui a été construit, je crois, par la suite, mais le terrain appartenait à Cheikh Ibra Fall. Djurbel, après Saint-Louis, Thiès, Ndandé, Daroubaï, Cheikh Ibra Fall s'installe définitivement à Djurbel en provenance de Thiès, ce qui est normal parce que Cheikh en fait a été en résidence surveillée là-bas jusqu'à la fin de sa vie, suite à un diggle ou hors de son guide spirituel accompagné de toute sa famille et de ses disciples en 1915 comme l'indique Marty. Cette installation de Cheikh Ibra à Djurbel survient pendant la résidence surveillée d'Ahmadou Bamba dans cette ville du Baol, décidé le 15 janvier 1912 par l'autorité coloniale. Cette information est aussi confirmée par le poète historien Seydou Moussaka, notamment dans son panégyrique dédié à Cheikh Ibra, dans lequel il déclare: le marabout, donc Cheikh Khadim, s'installa à Djurbel, il le rejoignit délaissant ses maisons. À Djurbel, Cheikh Ibra fonde d'abord le quartier de Kercher, avant de résider définitivement au quartier Makaloloy, suite à une recommandation de son guide religieux et de son frère Serine Saloufal. Selon les sources concordantes, c'est devant sa concession sise au quartier Kercher et au milieu de ses disciples que fut prise cette unique photo très célèbre qui a immortalisé Cheikh Ibra Fall. Donc la photo que vous voyez derrière moi aurait été prise à Djurbel de la même manière que Cheikh Khadim radhiyallahu anhu, la photo qui est célèbre, qui est connue de lui, aurait été prise justement là-bas à Djurbel. Inch'Allah, dans le prochain cours, on lira sa dimension diplomatique et là, en fait, on va aborder un point assez épineux où, justement, il y a, à un moment donné, sous cette période de colonisation et de résistance, à la fois pour certains armés et d'autres comme Cheikh Khadim pacifique, la cohabitation, avec les autorités, pouvait se faire avec une certaine cordialité, bien que, d'autre part, les chouïurs étaient évidemment opposés aux colons. Et alors pas pour Cheikh Ibra, parce qu'on n'a pas évidemment il n'y a pas de texte de sa part. Hein, comme on me dit, il s'est pas orienté vers cette voie-là. Mais on est en train de travailler sur Ilham Salam, un texte de Cheikh où il y a une critique radicale en fait des colons, du colonialisme. Alhamdulillah, et justement dans ce texte-là, on montrera la critique du colon par Cheikh radiyallahu anhu. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه وخيرا كثيرا من قول حلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.